fonds pour accompagner Madame Renaud, dans la formation qui va vous être faite aujourd'hui sur le leadership humain au cœur des transformations. Je vais vous présenter rapidement Madame, Renaud, qui cumule 25 ans d'expérience en gestion et en service conseil. Elle est passionnée par le développement humain et l'évolution des organisations. Elle accompagne les leaders et professionnels qui souhaitent créer des environnements performants, alignés sur les orientations stratégiques où les humains sont reconnus, mobilisés et engagés. Elle a dirigé des fonctions, elle a dirigé des fonctions et des équipes et soutient les exécutifs en matière de diagnostic organisationnel. Elle a mis en œuvre des projets d'envergure en transformation, en gestion du changement et en développement organisationnel. Elle détient un diplôme d'études supérieures en conseil en management et elle est bachelière en psychologie. Elle est présidente sortante de l'Association québécoise de co-développement professionnel, l'AQCP, et elle est aussi mentor ainsi que membre abonné de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés. Alors, Madame Renaud, bienvenue parmi nous. Je vais proposer, juste un dernier petit mot avant de vous céder la parole. Je vais proposer aux participants qui auraient des questions, de les inscrire dans le chat et nous pourrons y revenir à la fin de la formation. Mais je sais qu'en cours de route, je vous invite à garder votre chat ouvert parce que Madame Renaud va vous envoyer certaines questions auxquelles vous allez pouvoir répondre. Alors, Madame Renaud, je vous laisse la parole. Et merci, bonjour à tous. C'est un réel plaisir pour moi d'être avec vous ce midi. Un grand merci, Nathalie, pour cette présentation. Un grand merci aussi à l'équipe de la Chambre de commerce de Laval pour m'offrir la possibilité, en fait, de venir vous partager un sujet qui me passionne, le leadership humain au cœur des transformations. Mon objectif, en fait, aujourd'hui avec vous, c'est tout simplement de vous faire réfléchir, de vous outiller, bref, de vous sensibiliser à l'impact que vous avez comme leader dans votre organisation, que vous soyez dans un rôle de gestion ou dans un rôle conseil, peu importe le titre, mais comment on accompagne nos organisations qui sont actuellement au cœur des transformations. Ça sera un peu le sujet que nous allons discuter aujourd'hui. Je vais tout de suite commencer avec la question que je vous invite à un petit exercice de réflexion de quelques secondes. J'aimerais, si c'est possible pour vous, que vous inscriviez dans l'espace conversé votre niveau de confort à gérer l'aspect humain lors d'une transformation. Alors, vous inscrivez, dans le fond, sur une échelle de 0 à 5, 0 étant que vous êtes naturellement plus confortable avec les machines et 5, que la compréhension des humains, pour vous, c'est une passion. Donc, je vous laisse quelques secondes pour inscrire dans le chat la réponse à cette question. Est-ce que vous êtes sur une échelle de 0 à 5? Donc, où est-ce que vous vous situez? Alors, vous avez compris que moi, je me situe nécessairement euh, sur le 5. J'aurais des fois envie de dire sur le 6 parce que c'est vraiment une passion pour moi. Est-ce que j'ai les capacités, est-ce que j'ai les compétences pour bien comprendre l'être humain? Je les développe à chaque jour de ma vie. C'est ce qu'on va discuter un peu aujourd'hui. Dans le fond, je vais commencer avec quelques statistiques. Vous allez voir que c'est des statistiques que vous avez déjà entendues, que vous avez lues, mais qui sont quand même, qui portent à la réflexion. Donc, j'y vais de ce pas. Donc, il paraît que 76 des employés s'interrogent sur la nécessité des changements. Donc, les gens s'interrogent sur pourquoi on fait un changement dans notre organisation, à quoi cela va servir. Donc, il y a beaucoup de questionnements par rapport à la nécessité de faire des changements. D'autres statistiques, environ 50 des projets échouent par manque d'adhésion et d'adoption. Donc, on la voit souvent, cette statistique-là, même des fois, on peut voir jusqu'à 65 des projets qui échouent, dépendamment de la littérature que vous allez regarder. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est le manque d'adhésion et d'adoption. Donc, la compréhension des gens à adhérer à un changement, à une transformation. D'autres statistiques qui sont fort intéressantes,
Il y a 10 ans à peu près, on mettait en place des changements, puis on se donnait comme délai. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé ma carrière, c'était du 18 à 24 mois avant de mettre en place des changements d'ampleur. Ce qu'on constate aujourd'hui en 2022, c'est 12 mois, c'est quasiment long. On essaie de faire des projets de 6 mois à 12 mois, ce qui crée un peu une complexité dans nos organisations, mais surtout un défi au niveau de notre capacité à recevoir tous ces changements-là. En fait, même si on regarde la statistique du haut, il y a trop de changements pour 60% des employés qui se disent qu'ils sont en période de perturbation et de turbulence constante. Si on regarde aussi d'autres statistiques telles que normalement la capacité, si dans votre organisation, je fais souvent l'exercice avec des exécutifs de regarder quel nombre de projets de changement que vous avez dans votre organisation. Puis en fait, ce que la littérature nous dit, c'est que normalement, une personne peut vivre 3 changements en simultané. Puis de cela, on parle de 1 changement d'ampleur et 2 changements de plus petite ampleur. Donc, je serais curieuse que vous fassiez l'exercice dans votre tête puis vous dire, OK, moi, dans mon organisation, il y a combien de changements en cours, combien de projets qui sont actuellement en cours. Nécessairement, si je regarde juste les planifications stratégiques des organisations, il y a minimalement une douzaine, une quinzaine de projets d'importance dans nos organisations. C'est pour ça qu'on vit un peu de saturation. Il y a quelque chose aussi qui est intéressant que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, c'est qu'il y a 13% des leaders qui se disent outillés pour piloter un projet de transformation. Alors, on sait qu'à peu près tout le Québec est en projet de transformation numérique actuellement. Il y a lieu de se poser des questions pour dire qu'est-ce qu'on doit faire, nous, comme leaders, pour aller s'outiller, développer nos compétences, développer nos habiletés pour être en mesure de piloter de façon satisfaisante, en fait, nos projets de transformation puis atteindre les bénéfices qu'on souhaite avoir. Mais évidemment, toutes ces statistiques-là, ce n'est pas dans vos organisations que vous vivez ça, c'est dans les autres organisations qui sont pas ici, évidemment, autour de l'écran aujourd'hui avec nous. Donc, quelques statistiques, je pense, qui permettent de mettre la table un peu à notre sujet ce midi. C'est pas parce qu'il y a plusieurs projets de changement, c'est pas parce qu'on met en place des projets de transformation, c'est pas parce que ça va vite qu'il faut arrêter d'évoluer. Au contraire, je pense qu'il faut poursuivre l'innovation. On n'a pas le choix en tant qu'organisation si on veut même survivre. Parce que regardez, même, c'est pas en tentant d'améliorer la bougie qu'on a inventé l'ampoule électrique et Dieu sait combien on apprécie l'ampoule électrique dans nos vies aujourd'hui. On est bien content d'utiliser la bougie pour créer de l'ambiance, mais le côté pratique de l'ampoule électrique nous révèle concrètement que le changement, ça fait partie de nos vies. Le changement est permanent. En fait, même que je dirais que la denrée rare en 2022, c'est des périodes de stabilisation. Donc, je suis certaine que dans vos organisations, ça bouge énormément, comme dans toutes les organisations que je rencontre. Alors, ce qu'on vous propose ce midi, on va tenter d'atteindre les 5 objectifs suivants. En fait, il y en a 4 qu'on va pouvoir, on va essayer de rencontrer dans le cadre de la conférence ce midi. Le 5e, il va être entre vos mains. Donc, je vous les présente un à un. Le premier objectif, c'est qu'on va essayer de reconnaître ensemble c'est quoi les grands enjeux qui sont reliés à la mise en place de changements d'envergure, à quoi on fait face. Comme deuxième objectif à atteindre, quelle est l'approche de mise en œuvre d'une transformation qui peut être aidante? On va aussi regarder les phases de préoccupation humaine parce que la réussite d'un changement ou d'une transformation passe par le leadership et passe aussi par la gestion des préoccupations humaines. On va reparler des préoccupations humaines à la toute fin de la présentation. On va aussi prendre le temps de regarder en période de changement, c'est quoi les rôles et responsabilités clés du leader, du gestionnaire? Qu'est-ce qu'il doit mettre en œuvre? Les choses les plus importantes. Et le 5e objectif, comme je disais, bien, ça va être de se mettre en action. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de réfléchir ensemble. Réfléchir, c'est excellent, c'est nécessaire, mais somme toute, j'espère que ça va faire en sorte que vous aurez quelques réflexions, au mieux quelques pistes d'action que vous voudrez mettre en œuvre dans vos propres organisations suite à l'échange qu'on aura ce midi. Alors, voici notre table à dessin. Les objectifs qu'on poursuit, rien de moins, à l'intérieur de 45 minutes.
Donc, avant de parler des grands enjeux, qui est notre premier objectif, on va d'abord se donner une compréhension commune de ce que c'est un projet de transformation. Donc, un projet de transformation ou un projet de changement, c'est quand on est face à une opportunité, quand on est face à une problématique ou qu'on a tout simplement une idée ou un projet d'affaires qu'on veut concrétiser. Donc, ce que ça nous prend une bonne solution, ça nous prend une bonne idée. Ça, c'est la première chose. Hein, si on veut implanter un système de gestion des opérations, bien, ça nous prend le bon système de gestion des opérations qui répondent à nos besoins organisationnels, qui vont faire en sorte qu'on va atteindre nos objectifs. Mais ça, sur quoi on va se pencher plus, c'est sur celui-ci. Ça prend nécessairement pas juste une bonne solution, mais une bonne idée. Ça prend surtout une bonne préparation de l'organisation, l'implication des personnes, l'implication des êtres humains. Je sais que ce que je vous dis cet après-midi, ça change, c'est pas nouveau. Vous avez déjà entendu ça, mais croyez-moi, ce sont des conditions gagnantes et des conditions essentielles. La préparation de nos équipes, de nos employés, de nos êtres humains vont faire en sorte qu'on va atteindre ou ne pas atteindre les bénéfices. Donc, nous, ce qu'on vise, ce n'est pas être dans la statistique du début, là, du 50% des organisations qui échouent par manque d'adhésion. La transformation, qui ont atteint les bénéfices. Puis les conditions gagnantes pour faire ça, c'est d'avoir une bonne solution, une bonne idée, mais surtout une bonne préparation de l'organisation. Alors, on poursuit avec la définition pour avoir une compréhension commune de ce que c'est. Donc, l'accompagnement en transformation, qu'est-ce que ça mange en hiver? En fait, c'est une démarche qui est structurée. Donc, ça prend un plan de travail, mais ça prend un plan de travail qui est surtout dynamique, donc qui permet d'apporter du soutien autant à la direction, aux gestionnaires, à toutes les parties prenantes qui sont touchées directement ou indirectement par un projet de changement, aux membres de l'organisation, peu importe le niveau hiérarchique, et aussi aux équipes de projet, aux équipes de transformation. L'idée derrière tout ça, c'est que tout le monde puisse s'approprier le changement, puis traverser leur propre période de transition. Puis là, je ne révélerai pas un grand secret en vous disant que la décision de changer appartient à l'individu. On ne peut pas obliger une personne à changer. Donc, c'est vraiment la personne elle-même qui prend cette décision-là. Puis quand on travaille ou on intervient ou on accompagne les équipes en gestion de changement et en transformation, ce qu'on veut, c'est minimiser la perturbation. Puis souvent, les exécutifs vont me dire, tu sais, Chantal, on fait des interventions, on travaille fort en gestion de changement et en transformation pour accompagner nos équipes, développer les compétences de nos leaders. Mais pourquoi il y a encore de la perturbation? Bien, nécessairement, changer, c'est changer nos habitudes, changer nos façons de faire. Ça crée de la perturbation. Parce que là, si j'ai un grand secret à vous révéler, l'être humain, c'est un être d'habitude. Hein, vous le savez probablement quand vous venez au bureau le matin. Je sais que c'est une denrée rare venir au bureau par les temps qui courent en 2022, mais on prend souvent le même trajet pour se rendre au bureau. Dans nos armoires de cuisine, on place nos verres à la même place. On est profondément des gens d'habitude qui sommes confortables dans nos habitudes. Quand on nous demande de changer, ça nous demande une période d'adaptation, ça crée de la turbulence. Évidemment, il y a des gens qui carburent au changement. Donc, ces gens qui carburent au changement, il faut les impliquer davantage, les mettre au cœur de nos projets. Je poursuis avec ma définition. Donc, l'idée, c'est d'avoir moins de perturbations pour créer de l'innovation, de la créativité, mais surtout préparer l'organisation à retirer les bénéfices, mais à atteindre ses objectifs. Donc, les changements, ils sont partout dans nos organisations, les transformations, ils sont de plus en plus présentes dans nos vies organisationnelles. Alors, vous voyez, les deux pages qu'on vient de voir ensemble, c'était vraiment pour se donner une compréhension commune de ce que c'est l'accompagnement en transformation puis en gestion de changement et surtout de ce que des critères essentiels pour atteindre nos objectifs. Alors ça nous amène aux enjeux. Il y a au champ d'intervention, excusez-moi, pardon. Donc, il y a 7 champs d'intervention. Il y a évidemment des stratégies qu'on fait en gestion de changement. On travaille beaucoup au développement des compétences des gestionnaires des employés, pas juste au niveau de la formation, mais vraiment au niveau de compétences qui sont de nature soft skills, que je parle de l'écoute, du questionnement, de la rétroaction. Évidemment, on accompagne dans les projets.
Souvent, les gens me disent, ah, changement, transformation, c'est quoi les distinctions? Ben, on en reparlera un petit peu plus tard dans quelques minutes, mais ce que je peux vous dire, c'est que quand on travaille en transformation ou qu'on travaille sur des projets de changement, nécessairement, on touche à la culture organisationnelle, donc on accompagne aussi au niveau de la culture. C'est-à-dire que dans nos stratégies, il faut en tenir compte, au même titre qu'au niveau de la qualité de vie au travail, du bien-être, au travail, par tous les défis qu'on a au niveau de la main-d'œuvre aujourd'hui, attirer des employés, les mobiliser. Ça passe par offrir une qualité de vie au travail, puis il faut penser à ça dans nos stratégies puis dans nos approches quand on pilote les projets de transformation. Il faut évaluer aussi la capacité que l'on a à implanter des changements, à faire des transformations. Il faut y aller avec un rythme soutenu, comme je dis souvent, mais avec un rythme qui est proche de la capacité des gens à mettre en œuvre, mais aussi à recevoir les changements. Donc, je n'ai pas besoin de vous dire que un des grands défis qu'on a, c'est justement sous-estimer la capacité à changer. Puis ça m'amène justement aux enjeux. Comme je vous disais, c'est des enjeux que vous ne vivez pas chez vous en gestion de changement, mais sachez qu'il y a beaucoup d'organisations qui sont face à ces enjeux-là. Alors, je vais vous les présenter, mais il y a deux façons de les voir. C'est soit qu'on les voit comme étant des enjeux, mais moi, j'ai envie que vous les regardiez. Il y en a 6 que je vais vous présenter. J'ai envie que vous les regardiez comme étant plutôt des facteurs de succès. Donc, à quoi vous devez réfléchir, à quoi vous devez penser quand vous leadez une transformation, que vous leadez un changement ou que vous êtes partie prenante ou un grand contributeur. Donc, le premier que je vous partage, c'est peu de partage et de compréhension commune sur la vision et les objectifs du changement. Alors ça, c'est un défi le défi systématique que je rencontre dans les organisations. On n'a pas de compréhension commune sur la vision, sur le sens qu'on donne au changement ou à la transformation et sur les objectifs qu'on veut atteindre. Souvent, on va le faire pour définir un projet puis dire ce qu'on veut, le budget qu'on veut obtenir, mais par la suite de se mesurer au fur et à mesure que le projet de changement avance, que la transformation s'opère, on perd de vue cette mesure-là. Donc, le premier défi qu'on a, c'est s'assurer d'avoir une compréhension commune puis des objectifs communs sur le projet de changement. Le deuxième défi qu'on rencontre, toujours jamais dans vos organisations, alors, évidemment dans toutes les autres organisations que la vôtre, c'est le manque d'engagement des équipes. On va en parler tout à l'heure, on va parler de préoccupation, c'est la dernière bulle, justement, l'engagement des équipes, c'est un défi important. Alors, on va se donner des trucs et astuces assez rapides, à très haut niveau aujourd'hui, pour créer de l'engagement au sein des transformations. Je vous ai parlé il y a quelques minutes de la surcharge, donc de la capacité à recevoir les changements. C'est sûr que quand une organisation a 15 projets d'ampleur sur 12 mois puis qui contient 400 employés, je n'ai pas besoin de faire un doctorat en mathématiques pour vous dire que ça va être extrêmement difficile d'imposer ce rythme-là à vos gens. Donc, il faut être stratégique, il faut réfléchir à nos priorités organisationnelles. Le défi le plus facile, j'en conviens, dans vos organisations. Donc, moi, ce que je dis souvent, c'est que dans votre plan, mettez donc un changement quand il sera réalisé, mettez-en un deuxième. Après ça, vous en mettrez un troisième. Peut-être 2, 3 en simultané, mais plus que 2 changements d'ampleur, c'est vraiment un risque qu'on prend. Puis là, nonobstant tous les effets de la pandémie puis la capacité des gens qui a diminué actuellement, toutes les études commencent à le dire, notre capacité d'être à l'écran submerge nos cerveaux. Alors, c'est important d'être conscient que la charge doit être raisonnable pour nos êtres humains, pour les êtres humains que nous sommes. Donc, une quatrième bulle, donc la visibilité puis l'engagement de la direction. Évidemment, les porteurs du changement doivent être visibles. En même temps, ce qu'on veut aussi, c'est créer de la cohérence. Donc, actuellement, ce qui ressort dans les études, c'est qu'il y a un manque de cohérence entre les projets de changement. Donc, il faut créer du sens, créer de la cohérence pour que les gens puissent dire ce changement-là est légitime, je le comprends, je comprends pourquoi on le fait.
je vais être ouvert à l'essayer, ce changement-là. Donc, c'est ce qu'on veut créer. Et le dernier rond qu'on voit, la considération face aux préoccupations. Pour moi, c'est un incontournable. Je vais vous en parler, comme je disais tout à l'heure, des préoccupations. Tout à l'heure, on va se définir c'est quoi une préoccupation, puis comment ça peut devenir un outil pour nous qui sommes des leaders de la transformation. Alors, tel que mentionné, ces 6 défis-là, on peut les prendre, les inverser et se dire que ce sont 6 conditions essentielles qu'il faut intégrer dans nos stratégies pour éviter de tomber dans les statistiques que je vous ai présentées au départ. Donc, ce sont des outils simples mais efficaces. Un autre outil que j'ai envie de vous présenter, cet outil-là permet de mesurer l'ampleur un peu d'un changement. Donc, généralement, on est habitué quand on fait un changement qui touche uniquement nos outils de travail, par exemple une nouvelle version d'Excel, c'est des changements qui sont rendus assez simples. Donc, les gens se sont habitués, ils ont développé des capacités, ils ont développé des compétences. Donc, c'est des changements qui prennent moins de temps et nécessairement, les coûts sont moins importants. Quand tu ajoutes à cela un changement qui touche les connaissances des gens, qui touche les compétences de vos équipes de travail, qui touche les processus d'affaires, les façons de faire au sein de l'organisation, là, on peut entrevoir que le changement prend plus de temps. Puis quand je dis 6 à 18 mois, ça veut dire que le changement est perin. On a installé un changement qui est perin dans le temps, donc qui est bien ancré dans nos façons de faire. Donc, ça ne veut pas dire que c'est la durée du projet, mais il faut prendre conscience que si on veut faire un changement de culture organisationnelle, incluant un changement dans nos structures, dans nos rôles et responsabilités, dans notre organisation de travail, dans nos processus, dans nos outils, ben, c'est difficile de faire ça en 6 mois, c'est quasiment irréaliste. Donc, ça vous donne une échelle de temps, à peu près ce que ça prend dans les organisations, dépendamment de la maturité en gestion de changement, dépendamment de la capacité des leaders à mettre en œuvre des changements, à mobiliser ces équipes. Mais ça donne un estimé de temps. Cet outil-là aussi, vous pouvez l'utiliser avec vos gens pour dire, OK, chez nous, dans notre organisation, on est en train de mettre en place ce changement-là. On va l'évaluer aussi. On peut même le qualifier, c'est-à-dire, on peut dire, le changement d'outil, est-ce que c'est un gros changement? Est-ce que c'est un petit changement? Est-ce que c'est un changement modéré qu'on fait? Est-ce qu'au niveau de la structure, c'est un petit changement, un grand changement? Vous pourriez mettre des codes de couleur. Donc, rouge, c'est un grand changement. Jaune, c'est un petit changement. Vert, jaune, c'est un moyen changement. Et vert, c'est un petit changement qui viendrait vous aider, pas juste à prendre conscience ou à faire prendre conscience à vos équipes que ce changement-là, il y a une certaine ampleur, mais ça permet aussi aux gens d'avoir une compréhension commune sur ce qu'on est en train de faire dans votre organisation comme changement puis comme transformation. Des fois, les gens ont compris que, on change l'outil, mais on ne change pas les processus. Ils prennent pour acquis cette information-là. Alors, en faisant ce genre d'exercice-là, avec cet outil-là, avec nos gens, ça leur permet vraiment de comprendre l'ampleur du changement, comprendre toutes les sphères qui vont être touchées par le changement. Puis ça permet de belles discussions puis de belles échanges aussi avec les équipes. C'est sûr qu'à cet outil-là va s'ajouter différents éléments. Tout à l'heure, je vous mentionnais que le Québec en entier est en transformation actuellement. On fait des transformations technologiques, des transformations de processus, des transformations numériques. Moi, je veux porter votre attention sur le dernier cercle. Le dernier cercle qui parle de la transformation numérique. Je veux juste porter votre attention sur, quand on parle de transformation numérique, on ne parle pas juste d'une transformation technologique. On ne fait pas juste des changements au niveau de nos processus d'affaires. On va même à réfléchir à notre modèle d'affaires. C'est un changement qui implique un changement de culture. Pensez par exemple à la Société de transport de Montréal qui actuellement, bon, vous savez, offre un service d'autobus, de métro, etc. Puis maintenant, eux, ils sont en train de faire une transformation numérique en ajoutant tout ce qui touche l'électrification. Donc, c'est au-delà, c'est un nouveau modèle d'affaires. Souvent, les gens vont me dire, Chantal, c'est quoi la différence entre changement et transformation? Je vous le nommais tout à l'heure.
Une transformation, là, c'est qu'on ne connaît pas la destination, on va l'inventer. On va faire autre chose que ce qu'on a toujours fait. On va ajouter un produit, on va développer un nouveau marché, on va faire, on ne fait plus du transport en autobus comme on le faisait, on va maintenant se lancer dans des zones différentes, contrairement à un changement où la destination est définie. On implante un outil, on améliore un processus d'affaires, on change une structure organisationnelle. Donc, ça, ce sont des changements. La transformation, gardons en tête que la destination n'est pas connue. On va la découvrir ensemble, on va la réfléchir ensemble, on va innover ensemble. C'est ça les grandes distinctions des transformations. Puis, évidemment, euh, pour, pour réaliser des transformations, il faut se doter d'une approche dynamique. Je le disais d'entrée de jeu, une approche qui est dynamique, une approche qui est flexible pour accompagner tous nos êtres humains dans le cadre des changements qu'on met en place dans nos organisations. Fait que ce que je vais vous présenter, c'est une approche qui est très simple. En fait, il existe des centaines d'approches qui sont tous très valables les unes que les autres, des approches de gestion de changement ou des approches de transformation. Elles sont tous très bonnes. Elles se ressemblent tous aussi. La distinction peut-être avec l'approche qu'on utilise, nous, chez Lovio, qu'on appelle l'approche art, c'est que c'est une approche très agile. Donc, c'est vraiment dans ce contexte-là. Cette approche-là, elle vise 5 objectifs, mais de prime abord, ce qu'il faut garder en tête, c'est ce qu'on veut faire avec les gens quand on veut que nos changements puis nos transformations réussissent dans nos organisations, ce qu'on veut pour atteindre nos bénéfices d'affaires puis atteindre nos objectifs organisationnels. Ce qu'on souhaite, c'est que les gens soient partie prenante des changements puis des transformations qu'on met en œuvre. Puis pour ce faire, c'est pour ça qu'on vous propose des objectifs. Donc, il faut d'abord définir c'est quoi le changement. Il faut laisser les gens expérimenter le changement avant qu'on puisse l'ancrer dans nos façons de faire. Donc, ici, les objectifs qu'on vous propose, c'est aligner, adopter, analyser, adapter et atteindre. Donc, je vous les explique rapidement. Je ferai vraiment un survol avec vous pour vous expliquer. Là, il y a vraiment des facteurs de succès qui sont en cohérence avec ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, l'alignement, qui est un objectif à atteindre, ça permet de se doter d'une vision, d'une compréhension commune du projet pour confirmer sa légitimité. Sans légitimité, ça va être extrêmement difficile d'amener des changements de comportement, des changements de façon de faire, bref, de faire en sorte que les gens vont être obligés de faire un effort pour faire les choses différemment. Qui fait le lien avec le deuxième objectif qu'on appelle adopter. Donc, il faut mobiliser les groupes qui sont impactés vers l'objectif commun. Puis mobiliser, souvent, on me demande, oui, mais mobiliser, on ne peut pas être tout le monde autour de la table, Chantal, pour décider de ce qu'on va faire, de comment on va le faire. Non, pour moi, mobiliser, c'est faire participer les gens. Faire participer les gens, il y a, selon moi, 3 niveaux de participation. Il y a d'abord de les informer. Ensuite, il y a des impliquer en fonction de leur rôle, de leurs responsabilités, de leurs idées. Puis parfois même, on peut même aller jusqu'à co-décider avec eux de ce qu'on souhaite faire. C'est extrêmement mobilisant de décider quel va être le projet de changement, d'aligner, de participer. Fait en être informé, c'est déjà un premier niveau de participation, mais c'est sûr que moi, j'ai envie de vous recommander de mettre les gens autour de la table, de les faire réfléchir pour qu'ils puissent justement adopter le changement, adopter la transformation, puis se sentir partie prenante de tout ça. Le troisième objectif, évaluer les capacités organisationnelles, devenir agile, se remettre en question dans l'action. C'est vraiment ça, hein? L'idée de l'approche, c'est vraiment de dire, on a-tu les capacités organisationnelles pour le réaliser? Si on ne les a pas, quel plan on va se donner pour les atteindre? Toujours se remettre en question, hein, c'est la plus grande définition d'un leader transformationnel. Moi, je m'amuse à les appeler les transformateurs, mais se remettre en question dans l'action, toujours savoir est-ce que c'est la bonne chose, est-ce qu'on pourrait faire mieux, est-ce qu'on doit faire autrement ou est-ce qu'on doit maintenir, parce qu'il ne faut pas tout le temps tout changer
Des fois, il y a des choses qu'il faut bien, qu'il faut maintenir. Mais l'idée, c'est d'être agile à l'intérieur de ça pour pouvoir atteindre l'objectif qui est de s'adapter. Donc, s'adapter aux nouvelles façons de faire, c'est, comme on l'a dit, s'adapter aux nouveaux processus, s'adapter aux nouvelles structures, développer ses compétences, pour ensuite atteindre, c'est-à-dire mesurer les fameux bénéfices qu'on a dit. Puis mesurer les bénéfices, c'est avant, pendant et après. Puis c'est pas après, juste 2 mois après, 4 mois après, quand on ferme le projet, puis on dit, bon, les bénéfices ont été atteints ou partiellement atteints, puis on verra dans le temps. Mais c'est vraiment de mesurer ce qu'on souhaitait atteindre en faisant ce changement-là ou en mettant en œuvre cette transformation-là. Est-ce qu'on est proche de ces bénéfices-là? Est-ce que c'est tangible? Est-ce qu'on est capable de voir le retour sur investissement dans ce qu'on souhaitait atteindre? Fait que voilà, c'est une approche simple en 5 facteurs de succès avec des objectifs à atteindre. C'est une approche qui fonctionne, mais en même temps, il faut garder en tête les défis qu'on s'est parlé tout à l'heure quand on met en place un changement. Pour faire tout ça, il faut nécessairement considérer les préoccupations des gens avec lesquels on travaille qui sont au cœur de ces transformations, de ces transformations-là. Donc, voilà pour l'approche OR, 5 facteurs de succès. Je vous ai dit que nonobstant, même si vous avez une approche extraordinaire, que ce soit l'approche OR ou une autre approche d'accompagnement comme leader de vos équipes, de vos exécutifs, de vos employés, de vos êtres humains dans vos organisations, il faut nécessairement tenir compte du volet individuel du changement. Le volet individuel du changement, dans le fond, ça part des préoccupations. Je vous ai dit d'entrée de jeu qu'on allait parler davantage des préoccupations. Donc, qu'est-ce que c'est, selon vous, une préoccupation? Moi, je serais curieuse de voir s'il y en a qui veulent le partager dans le chat. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça mange en hiver, une préoccupation? Donc, je vais attendre quelques minutes, voir s'il y a des gens qui inscrivent. Là, j'ai vu des chiffres apparaître tout à l'heure, donc on a des gens qui étaient à 3 puis à 5. Merci de votre rétroaction, c'est fort apprécié. Donc, je vous laisse une dernière petite 10 secondes. Donc, je vais vous expliquer, merci pour les réponses à mes questions. Donc, dans le fond, je vous l'ai nommé tantôt, hein, une transformation et un changement, ça génère inévitablement de la turbulence puis des préoccupations. Fait que qu'est-ce que c'est une préoccupation? Une préoccupation, c'est une inquiétude, c'est un souci, c'est un questionnement qu'on a. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est légitime et normal ne pas avoir des préoccupations quand je suis touchée face à un changement ou à une transformation, que ce soit dans ma vie personnelle ou dans ma vie organisationnelle, c'est inquiétant. Donc, nécessairement, les gens ont des préoccupations, ils ont des inquiétudes, ils ont des soucis ou ils ont des questionnements par rapport à une préoccupation. Donc, je vois des réponses, ça peut être la peur. Oui, effectivement, c'est des peurs que l'on a qui sont, je répète, puis je vais le répéter 10 fois s'il le faut, c'est normal et légitime d'en avoir. Le contraire est plus inquiétant. Il y a José qui ajoute, c'est aussi une zone grise des préoccupations. Oui, ça peut être qu'on est en questionnement, justement. C'est-tu un changement qui fait du sens, ça ne fait pas de sens? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Qu'est-ce que ça a comme impact dans ma vie organisationnelle? Donc, merci pour vos propos. Donc, non seulement on disait qu'une préoccupation, c'est normal et légitime, des fois, ça réfère à quelque chose qui s'est passé dans nos vies. Dans nos vies professionnelles, on a vécu un changement, ça n'a pas bien été, où on n'a pas eu du succès dans notre organisation face à l'implantation d'un changement ou d'une transformation, puis on fait des liens avec ce qu'on est en train de vivre actuellement. Des fois aussi, c'est parce que les changements ont eu des impacts sur lesquels ça ne nous a pas rendus heureux. Un changement de structure peut faire en sorte que je change de patron, que je change de collègue avec qui j'ai du plaisir à travailler. Ce changement de structure-là peut venir, moi, personnellement, me créer des préoccupations, des questionnements, des peurs de ne pas retrouver un patron qui va être aussi sympathique, pas aussi stimulant, ou des collègues qui vont être aussi performants, dans lequel je vais avoir du plaisir au travail. Donc, il faut retenir que
gérer les préoccupations en situation de changement et de transformation, puis même, j'ai envie de vous dire, dans toute situation au travail, c'est normal, puis c'est légitime. Tout le monde a des préoccupations, sans exception, incluant les décideurs. Donc, ben oui, grande révélation aujourd'hui. Les décideurs ont des préoccupations. Dans le fond, quand on est leader d'une transformation, ce qu'il faut, c'est prendre conscience des préoccupations qu'on a, nous, répondre à ces préoccupations-là avant d'aller propager la bonne nouvelle, parce que de toute évidence, ça va paraître dans nos visages quand on n'y croit pas ou qu'on a des questionnements ou qu'on a des soucis ou qu'on n'est pas certain que c'est la solution à notre problème ou qu'on n'est pas certain que cette innovation-là va nous amener à l'endroit où on souhaite aller. Les préoccupations, je vais vous présenter assez rapidement un petit survol du modèle de Céline Bareil. Céline Bareil, c'est un professeur à HEC Montréal. Elle est reconnue à travers le monde pour son modèle des préoccupations. C'est un modèle que j'utilise partout, soit avec mes employés, soit avec mes interventions en organisation. Pour moi, c'est un outil qui est extrêmement aidant. Alors, je vous le présente juste ici. Voilà, excusez-moi, je vais sauter une page pour vous le présenter. Je suis désolée. Voilà. Le modèle des préoccupations, donc c'est un modèle qui est en 5 phases. Après ça, je vais revenir sur les résistances. 7 phases. Donc, la première phase, vous avez vu, il y a un code de couleur. Donc, rouge, parce que c'est une situation préoccupante. Jaune, quand on est dans la phase 2, 3 ou 4, ça peut être ça peut être préoccupant si on est près d'un déploiement de notre transformation ou de notre projet de changement. Mais somme toute, on doit porter attention sur ces préoccupations-là. Et ce qu'on vise dans le cadre d'un projet de changement, c'est être dans le vert. Donc, dans le fond, c'est d'amener, je pourrais dire, un 80 des gens. Là, ce qu'on souhaite, c'est amener un 80 des gens en phase 5. Puis la phase 5, c'est quoi? Est-ce que c'est de l'adhésion? Non. Vous n'atteindrez pas l'adhésion des gens tant que le projet ne sera pas implanté. Donc, il faut implanter le projet, le vivre, l'améliorer avant de dire qu'on a atteint l'adhésion. Ce qu'on atteint, ce qu'on veut atteindre, ce qu'on souhaite atteindre avant d'implanter un projet de transformation ou un projet de changement, c'est de créer de l'ouverture à l'expérimentation. On veut que 80 des gens soient ouverts à s'informer sur le projet, s'impliquer sur le projet, essayer les nouveaux changements, participer. Donc, c'est ça qu'on souhaite. Donc, je vous les présente rapidement, pardon, désolée. Donc, en phase 1, aucune préoccupation, c'est quelqu'un qui ne se sent pas concerné par le projet de changement, c'est inquiétant. Alors, on doit faire des interventions pour lui faire prendre conscience à cette personne-là ou à cette équipe-là qu'il y a un changement qui s'en vient, qui va nécessairement avoir de l'impact sur eux. En phase 2, ce sont des questionnements que les gens se posent sur moi. C'est-à-dire, quand je suis en phase 2, c'est un changement-là, qu'est-ce qui va avoir comme impact sur moi? Est-ce que ça va changer quelque chose dans ce que j'aime au travail? Est-ce que je vais être assez compétent maintenant pour faire ce changement-là? Est-ce que ça va changer mes conditions de travail? Donc, ce sont tous des questionnements que j'appelle le je me moi. Dans le fond, je suis inquiète de savoir qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur moi. Tandis qu'en phase 2, on commence plus à se poser des questions sur qu'est-ce que ça va changer dans mon organisation, ce changement-là. Est-ce que l'organisation va vraiment mettre les efforts pour réaliser cette transformation-là, ce changement-là? Donc, on a des questionnements par rapport à, tu sais, on est comme dans une zone sceptique, là, tu sais. Au même titre que quand on tombe en phase 4, on se pose des questions sur le changement en soi. On commence à être un petit peu curieux. OK, c'est quoi cet outil-là qu'ils veulent implanter? Pourquoi ce processus d'affaires-là évolue de cette façon-là? Donc, on commence à avoir des questions plus sur le changement. Puis, évidemment, comme je le disais, quand on tombe en étape 5, 6, 7, ce qu'on vise, c'est l'ouverture à l'expérimentation. On veut que les gens collaborent. On veut améliorer parce qu'on est agile dans l'implantation de nos changements puis de nos projets. Donc, ce qu'il faut savoir, là, c'est que ce modèle-là est représenté en étapes, donc la phase 1 à la phase 7, mais évidemment, ce n'est pas des étapes. L'être humain, il ne fonctionne pas comme ça. Il peut passer de la phase 1 à la phase 5, ou même, je prends conscience qu'un projet de changement me touche,
ben moi, j'ai envie tout de suite de collaborer. J'aime les changements, je carbure au changement et je tombe systématiquement en phase 6 où, où j'ai envie de collaborer, où je me pose des questions sur comment je peux avoir une valeur ajoutée au niveau de ce projet-là. Comme il y a des gens qui vont rester en phase 2, qui vont se poser des questions sur quel impact ça va avoir pour moi. Puis tant que ça, c'est pas réglé, ben, on va avoir de la difficulté à amener ces gens-là à expérimenter le changement ou la transformation. Donc, ce ne sont pas des étapes l'une à la suite de l'autre, mais plutôt, il faut le voir comme un jeu de serpent-échelle où parfois on attrape l'échelle qui nous propulse vers l'ouverture, puis parfois on est en ouverture, puis on vient de comprendre quelque chose qui ne fait pas notre affaire, nous, personnellement, dans ce qu'on aime, dans ce qu'on est, dans ce qu'on a le goût, puis qui nous ramène peut-être en attrapant le serpent à une case plus basse, c'est-à-dire par exemple en phase 3 pour savoir si ce changement-là est vraiment légitime et utile pour mon organisation. Donc, je vous présente vraiment à vitesse grand V le modèle des préoccupations. Sachez qu'il y a des mesures qui existent dans des projets, puis on va recommander de faire des mesures de préoccupation, mais en même temps, il y a des façons simples de savoir quelles sont les préoccupations de nos employés, se parler, s'écouter, questionner, réfléchir ensemble. Ça va nous permettre, au fur et à mesure que nos projets de changement puis nos projets de transformation évoluent dans le temps, ça va nous permettre d'être en relation constante. Alors, je vous rappelle que les préoccupations humaines, quand on regardait les statistiques, puis ce n'est pas les statistiques de Chantal Renaud, c'est les statistiques qu'on retrouve dans la littérature, les grands défis puis les grands enjeux en transformation, donc l'un d'eux, c'est de prendre en considération les préoccupations des gens, y répondre ou accompagner les gens à trouver leurs propres réponses, parce que tout n'est pas de la responsabilité des gestionnaires, des décideurs, mais bien des fois dans l'accompagnement des réponses à ces préoccupations-là pour pouvoir progresser puis amener les gens vers l'ouverture. Donc, ça, c'était notre modèle des préoccupations présenté à vitesse grand V. Il nous reste 1 ou 2 minutes. Je voulais vous parler, ça c'était notre avant-dernier objectif, des principaux rôles et défis des gestionnaires ou des transformateurs, comme j'aime le nommer. Donc, ce que j'ai envie que vous retenez aussi aujourd'hui, c'est que quand on met en place des changements, des transformations dans nos organisations, il faut comprendre que nous aussi, nous sommes des destinataires de ce changement-là. On va nous aussi avoir des préoccupations à l'égard de ces changements-là qui sont normales, qui sont légitimes et pour lesquelles il faut trouver des réponses à nos questions ou à nos soucis ou à nos inquiétudes ou à nos peurs, comme le disait tout à l'heure José. L'autre rôle aussi qu'on a, c'est d'agir comme leader authentique. Pour moi, un leader authentique, c'est quelqu'un qui est capable d'inspirer en étant soi-même. Tu sais, c'est vraiment quelqu'un qui crée un climat de confiance qui est transparent puis qui est cohérente avec les propos. Donc, pour moi, c'est aussi une condition gagnante si on veut être un leader inspirant et authentique et transformer nos organisations. On a parlé de transformer les organisations dans l'action. On a parlé qu'il fallait être porteur de sens, avoir une vision claire de ce qu'on veut faire, de pourquoi on veut le faire, pourquoi on veut le faire maintenant, comment on va s'y prendre, comment nos gens, nos employés vont y contribuer. Ce qu'on veut mettre en place, dans le fond, c'est mobiliser nos équipes pour favoriser l'intelligence collective. C'est pas moi qui vais vous apprendre qu'une tête, 100 têtes valent mieux qu'une. Donc, dans le cadre de transformation, on a vraiment mille et une raisons de mettre nos gens à contribution. Il ne faut pas juste les impliquer, mais il faut les responsabiliser aussi et créer les conditions gagnantes dont on s'était parlé qui terminent la présentation aujourd'hui. Donc, les conditions gagnantes que je vous ai dit, qui étaient les bulles du départ, qui sont des facteurs de succès. Donc, un engagement soutenu de nos dirigeants. Il faut partager les visions et les objectifs. Il faut se donner des ressources suffisantes puis un rythme adéquat. Vous savez, les plus grands leaders qui réussissent des transformations prennent le temps de se poser, de réfléchir. Oui, il faut être dans l'action. Ça ne veut pas dire de se pitcher dans l'action, de courir dans l'action, mais d'y réfléchir et de se mettre en action. Évidemment, il faut considérer les préoccupations de l'ensemble des acteurs, incluant les nôtres, même si nous sommes le transformateur, même si nous sommes des leaders de transformation. Il faut se rappeler qu'on a, nous aussi, des préoccupations. Il faut impliquer les gens de tous les niveaux de l'organisation.
Et il faut se doter d'une démarche qui est structurée, mais en même temps qui est dynamique de gestion de l'appropriation, de la transformation. Donc, l'outil que je vous ai présenté tout à l'heure, qui était l'approche art, qui sont des incontournables en matière de réussite, de transformation. Alors, j'espère que j'aurai su vous... mon objectif, c'était de vous faire réfléchir aujourd'hui, de vous fournir des outils, quelques outils que vous pouvez réutiliser dans vos organisations si vous êtes en pleine transformation, en plein changement. J'apprécierais vos réflexions, votre rétroaction. Alors, si parmi vous, il y en a qui veulent partager votre appréciation des 50 minutes en rafale qu'on vient de passer ensemble sur le sujet de la transformation organisationnelle, sur le leadership qu'on doit exercer. En même temps, si vous avez des apprentissages, des étonnements que vous avez eus aujourd'hui de ce qu'on a échangé ensemble. Puis demain, moi, je vous invite à réfléchir demain, qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous mettre en œuvre? Qu'allez-vous mettre en action? Puis, merci de partager ça. Je vous invite à le faire dans l'espace conversé. Pour moi, ça a été un grand plaisir. Je sais que nous allons maintenant passer à une période de questions. Juste avant, je termine en vous disant que, en fait, tous les acteurs, que vous soyez employés, décideurs, gestionnaires, vous passez par des phases de préoccupation. C'est important de ne pas les sous-estimer. Là, ça, c'est une stratégie à répéter cette fois pour que ça s'ancre dans nos têtes. Tous les acteurs de l'organisation ont un rôle actif à jouer en transformation. Il faut impliquer les gens, mais il faut les responsabiliser. Puis tous les acteurs ont le droit d'être écoutés, aidés et soutenus dans leur appropriation, dans leur turbulence quand on met en place des changements ou des transformations organisationnelles. En fait, ce que j'ai envie qu'on retienne, c'est que nos employés, nos équipes, nos êtres humains, ce ne sont pas des spectateurs de nos transformations, mais ce sont des acteurs. Fait que merci énormément de votre écoute, merci de votre participation. Alors, je vais passer la parole à Nathalie qui va pouvoir animer, si vous avez des questions, qui va pouvoir animer la séance de questions. Mon micro. Donc, je vous invite, n'hésitez pas à inscrire vos questions dans le chat. Moi, je vous avoue que j'en aurais peut-être une. Si demain, je désire, moi, comme chef d'entreprise, démarrer une transformation, je commence par quoi? De manière pratico-pratique. Est-ce que avez-vous avez-vous une recommandation bien pratique pour nous? Bon, en fait, la transformation, là, comme je disais, il faut prioriser. Fait que si on décide de mettre en place une transformation dans notre organisation, ça veut dire que c'est le seul projet mobilisateur qu'on va avoir dans notre organisation. C'est difficile de mettre en place une transformation en ayant 19 objectifs organisationnels à atteindre qui se résultent par des projets de changement. Donc, déjà, de se concentrer sur une priorité organisationnelle. Moi, je dis tout le temps, vous avez le droit d'en faire trois dans votre organisation. Fait que pratico-pratique, un projet à la fois, une transformation à la fois dans vos organisations le plus possible, au maximum 2 à 3 changements, un d'ampleur puis 2 de petite ampleur dans vos organisations. Première étape, mais bien identifier c'est quoi les raisons derrière ce changement-là? Pourquoi on veut changer? Pourquoi on veut changer? Pourquoi on veut le faire maintenant? Qu'est-ce qu'on vise comme objectif? Comment on va s'y prendre? Donc, je pense, puis de s'assurer d'une compréhension commune, c'est comme les étapes les plus importantes. Créer du sens, faire comprendre ça à nos gens avant de mettre en place la transformation, puis s'assurer que tout le monde a cette compréhension et cette vision commune-là. J'espère que je réponds bien à la question, Nathalie. Oui, oui, tout à fait. Alors, les autres participants, je sais que vous êtes pas mal, plusieurs en tout cas. Avez-vous des questions? N'hésitez pas à le mettre dans le chat. Ben, en tout cas, votre présentation est relativement claire et structurée. Les étapes bien définies. C'est assez clair. Ben écoute, c'est un grand Moi, j'ai plaisir. suivi ça. Ben oui, j'ai suivi ça avec beaucoup d'intérêt. J'ose espérer que les autres personnes aussi. Euh, je vous laisse encore éventuellement une petite minute, peut-être s'il y a d'autres questions qui rentrent.
Pour le moment, je n'en vois pas. Donc, est-ce que ce serait le moment de conclure, à moins que Madame Renaud, je pense que vous aviez donné quand même une bonne conclusion à votre présentation. Donc, je vais vous faire part aussi que les personnes qui ont participé à cette formation, la formation a été enregistrée. Donc, elle devrait être accessible, j'imagine, sur notre site web. Je vous avoue que j'ai oublié de valider où et comment, mais on pourra vous faire parvenir l'information ultérieurement. Alors, oui, c'est ça. On me dit qu'elle va être disponible sur le site web. Donc, Madame Renaud, je vous remercie beaucoup de cette formation, présentation très, très intéressante. Et puis, je vais souhaiter à tout le monde une belle fin de journée et à notre prochain événement. Merci beaucoup. Bon Je vous succès en dans votre prie. transformation. Puis ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à tous. Au revoir. Merci, au revoir.